Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Sur l'attaque qui a eu lieu à Faworgou, je pense que c'est dans le Pendjal, le 2 octobre dernier. Et comme le gouvernement togolais a décidé de ne plus communiquer sur les incidents à la frontière avec nos pays voisins au nord, nous sommes des journalistes, quand on a l'information, on le partage avec la population. D'autant plus que quand il y a des morts d'hommes, on retrouve le visage des gens qui sont tombés au champ de bataille sur les réseaux sociaux. C'est des familles qui sont en deuil, c'est des gens qu'on enterre dans l'anonymat, c'est des gens qui ne reçoivent pas les honneurs dus au sacrifice qu'ils ont fait pour le pays. On les enterre comme des chiens. Et donc, nous avons l'obligation de parler de ces choses-là qui se passent au nord du Togo. Et rappelez-vous que lorsqu'on a arrêté la famille Agba Bertin et qu'ils ont fait leur enquête bidon, ils ont conclu que l'attaque du 20 juillet dernier qui s'est déroulée à Kwekakandi, que c'est la dame Agba Bertin et des gens comme moi, Ferdinand et Olivier Ama qui ont financé cette attaque-là. Ferdinand Haïté qui se cherche dans le monde, qui ne sait même pas où poser sa tête. Olivier Ama aussi qui se cherche dans le monde, il ne sait pas où poser sa tête. Madame Bertin Agba qui est malade et qui est rentrée au pays pour faire le deuil de son mari et se reposer un peu. On a ramassé tous ces gens-là et on a inventé des chefs d'accusation et on les accuse de terrorisme, d'attentat à la sécurité intérieure de l'État avec mandat d'arrêt international. Je vous ai lu les PV ici de nos fameux enquêteurs de la gendarmerie togolaise bien du SCRIC, dans lequel il a été écrit noir sur blanc que Ferdinand Haïté fait partie de ceux qui ont financé l'attaque du 20 juillet 2023 et 24 à Kwekakandi. Je ne sais même pas où ça se trouve. Et donc, aujourd'hui qu'il y a eu une nouvelle attaque, avant cette nouvelle attaque, il y a eu une incursion la veille, et il y a eu une nouvelle attaque, le 2. Madame Agba Bertin et toute la famille Agba qu'on a gardé au SCRIC, malgré le fait que le dossier soit vide et que tous les juges disent que le dossier est vide, Madame Agba Bertin qu'on a gardé là-bas, est-ce que c'est encore elle qui a financé l'attaque? Vous voyez comment Dieu est en train de vous déshabiller dans vos conneries. La dame que vous avez gardée là-bas et à qui vous avez confectionné un chef d'accusation en nous mettant dedans, en disant que l'attaque en pleine période des Vala, là, c'est nous qui avons financé ça. Et que c'est nous qui sommes les auteurs de cette attaque-là. Vous avez maintenant mis la dame en prison. Elle est avec vous à la gendarmerie. C'est elle qui a encore commandé l'attaque qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Vous avez toute la famille Agba qui est avec vous là-bas à la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait des démarches, même de l'extérieur, qui sont venus voir pour qu'on puisse libérer cette dame-là. Fonya Singbe a refusé. Il a même refusé de recevoir les délégations. Puisque les gens savent que c'est lui qui en fait la justice au Togo. Puisque les juges disent clairement aux gens qui les abordent que non, que ce dossier est géré depuis l'euro, qu'ils n'ont rien à dire, que le dossier est vide, mais bon, que c'est le patron qui doit décider. Donc, Madame Agba Bertin, son beau-frère et leur cousin, ils sont devenus les prisonniers personnels de Fonya Singbe. Puisque c'est Fort qui doit décider. Comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Omolu, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère son propre frère, Pachanga Singbe, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Charles Azumaro, son beau-frère, qu'ils ont jeté en prison, soit disant qu'il en a quelque chose dans la mort de sa femme, alors que tout est faux. Donc, Madame Bertin Agba a fait Zidobo et elle allait encore financer les djihadistes qui ont attaqué la dernière fois. Vous voyez comment la nature est en train de vous déshabiller. Quand vous inventez des choses, vous ne savez pas que ça ne peut pas tenir avec le temps.
Cette pauvre dame-là est opérée d'un cancer. Et elle doit suivre comment on appelle ça? Elle doit aller au contrôle. Elle a déjà raté 2 ou 3 contrôles. Vous la gardez en détention. Vous la gardez en détention. Une veuve qui n'a même pas encore fait le deuil de son mari. Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme un plaisir en faisant ça? Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme plaisir en maintenant quelqu'un comme Omolou Jean-Paul en prison? Il est malade. Vous l'avez arrêté depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est là-bas, en train de souffrir. Vous lui refusez même des soins. Il est en train de mourir à petit feu. Même si on suppose qu'il vous a offensé. Même si on suppose. Si on suppose qu'il vous a offensé. Vous l'avez gardé depuis 2 ans. Ça ne suffit pas pour le libérer. Qu'est-ce que Pacha Gnassingbé qui est en prison depuis 15 ans? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour le libérer? Monsieur Charles Azumaro, que vous avez jeté en prison, alors que c'est le monsieur même, quand sa femme a fait une crise, a pris sa femme dans son véhicule, il n'y avait pas d'ambulance, sa femme a fait la WC pour l'amener à la clinique Kodom. Et c'est quand ça a dégénéré à la clinique Kodom qu'on l'a amené au pavillon militaire, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de structure. La dame est décédée. Et comme la dame est décédée, et que sa soeur veut s'accaparer de ses biens, voilà, en accord avec la famille, puisqu'ils sont légalement mariés, on a trouvé des arguments pour maintenir le mari en prison et pour ramasser tous les biens. En fait, c'est la bataille qui est derrière. Les procureurs sont mis à contribution pour le maintenir en prison. Ce fameux procureur Mawama, il est dans le jeu pour le maintenir en prison. Les juges aussi. Et tous ces gens-là en privé, ils disent aux gens, oui, les dossiers là, c'est des dossiers signalés, c'est le patron seul qui décide. Donc c'est fort qui est la justice au Togo. C'est fort seul qui est la justice au Togo. Et pourtant, on nous a dit qu'avec la 4e République, ou bien la 5e, la justice sera maintenant plus indépendante. Fort même l'a dit en Chine. Il disait que la justice va être indépendante, plus indépendante, alors que c'est lui seul qui passe les coups de fil, qui tire les ficelles, qui maintient, qui est en prison, qui maintient tel en prison. Pour revenir sur le cas de la dame Bertin Agba, c'est elle qui a encore commandité les attaques du 2 octobre là. C'est elle qui est derrière ça. Cette dame, cette pauvre dame et son enfant, ils sont là. Vous les gardez en prison comme ça. Vous tirez quel plaisir? Vous avez tenté de retourner un de ses beaux-frères contre elle. On lui faisait une proposition qu'elle n'a qu'à dire, il n'a qu'à dire que oui, vous l'avez pris en aparté, vous l'avez cuisiné et vous lui avez proposé qu'il n'a qu'à dire que la dame l'a envoyé au nord du pays à Sokodi, à Tapa, on remet de l'argent aux gens. Et en retour, vous allez le libérer. Et le monsieur, le jeune homme, il a fait semblant de jouer le jeu. Quand ils se sont retrouvés devant les juges d'instruction, il a éclaté en sanglots pour dire devant le juge que voilà ce qu'on lui a proposé. Quand il était à la gendarmerie, on est venu le sortir, on lui a proposé un deal. Après avoir pisté ses enfants, on a monté les photos de ses enfants un peu partout. On dit voilà, on sait que ton enfant est en train de passer le PPC, on va te donner de l'argent, il faut accuser la dame et on va te libérer. Et devant le juge, ce monsieur, il est aussi à bas, il a commencé par pleurer que monsieur le juge, voilà ce qu'on est venu me proposer, je ne peux pas faire ça contre maman. Et ça, ce sont nos agents de renseignement qui utilisent les gens comme ça contre les gens. Voilà comment ils fabriquent leurs preuves. On prend quelqu'un dans la famille, exactement comme on a fait avec Mohamed Loum là. On prend quelqu'un de la famille, on lui propose de l'argent, on lui dit d'accuser l'autre. Et lui, on va le libérer. Et le gars, il est venu éclater en sanglots devant le juge. Et c'est ça la justice de Faure Gnassingbé. Et c'est ça la justice du Togo. Maintenant, il y a de bonnes volontés qui connaissent la famille Agba et qui s'invitent au Togo et pour rencontrer Faure, pour demander qu'on libère la dame. Il refuse de la recevoir. Tantôt il est en Chine, tantôt il est ici, tantôt il est là. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose ce problème. Parce que c'est lui qui les a gardés là-bas. Donc aujourd'hui, Omolou Jean-Paul est devenu l'otage personnel de Faure Gnassingbé. Et Pacha Gnassingbé, lui, on le sait depuis. Comment il s'appelle? Charles Azumaro, pareil. Et la famille Agba. Parce que justement, jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé qui est mort,
Puisque la question qu'on pose à sa femme, est-ce que son mari est vraiment mort? Vous redoutez quelqu'un jusque vous le redoutez dans sa mort? Puisqu'on a posé la question, on continue de demander à la femme d'apporter la preuve que son mari est mort. Mais quand vous avez envoyé les espions au funérailles au Ghana là-bas, vous n'avez pas vu le cercueil? Ou bien vous avez voulu qu'on ouvre le cercueil pour que vous voyez le cadavre? Donc pour eux, M. Bertin Agba s'est évaporé dans la nature. Il a quelque chose contre eux. Donc demain, il va surgir comme un Zorro. Donc si on tient sa femme, il va sortir. Mais vous faites les films, faut lire tellement les sas que il tourne les films dans sa propre tête. Lui seul, il tourne les films, il invente les scénarios. Vous lisez tellement les sas que vous tournez les films vous seul dans votre tête, les scénarios. Donc, tant qu'eux ne sont pas sûrs que Bertin Agba est mort, il garde sa femme en otage. Mais allez exhumer le cercueil dans la tombe au Ghana là-bas. C'est quoi ce pays où vous avez des dirigeants qui sont tellement durs qu'ils ne veulent même rien pardonner à personne? Même Eyadema dont on parle, il y a des gens qui témoignent, ça c'est le témoignage, hein. Je ne connais pas la part de vérité, mais il y a des gens qui disent, même Eyadema, si tu l'offenses là, à un moment donné, après il te dit, bon, mon frère, viens me voir, n'est-ce pas? On s'est brouillé, et puis après c'est fini, et puis vous buvez un coup, et puis c'est fini. Mais avec Faure Gnassingbé, il n'y a jamais de pardon. Il est dur jusqu'au bout. Il est impassible. Il est tranquille. Que des gens meurent, que des gens soient en train de mourir en prison, il est tranquille. Comment est-ce qu'on peut être un dirigeant et ne pas avoir le don du pardon? Il faut penser à demain. Hein? Il faut penser à demain. La manière dont il est froid là, qu'il prie la providence, comme c'est son projet de mourir au pouvoir. Parce que le jour où il ne meurt pas au pouvoir là, ce qui va se passer, la manière dont il est dur avec les gens. Cette femme-là, Agba Bertin, c'est une femme qui souffre, qui a le cancer, et qui a été opérée, et qui doit suivre ses traitements, les médicaments. Vous l'envoyez en prison pour un problème que vous avez eu avec son mari. Pour un problème que vous avez eu avec son mari. Où est la logique dans ça? C'est où la logique dans ça? Ce n'est pas surprenant, puisque son propre frère est en prison depuis 15 ans. Et il refuse de le libérer. C'est son frère du sang. Quel que soit ce qui les a opposés, quel que soit ce que... Au moins après 10 ans, 5 ans, 10 ans de prison, il pouvait le libérer. Beaucoup de... Donc quelqu'un qui traite son propre frère comme ça, celui qui n'est pas son frère, vous imaginez? Mais il faut penser à demain. Demain n'est pas loin. Nous avons nos propres projets. Je peux avoir un projet de mourir au pouvoir. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet de partir demain dans l'espace. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet, je ne sais quoi. Dieu peut ne pas être d'accord par la providence. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Ali Bongo, il est en train de pleurer qu'on n'a qu'à libérer sa femme et son enfant. Et pourtant, quand il faisait les conneries là-bas au Gabon, il ne pensait pas à demain. Même quand il a fait la vessie, il était grabataire et il dansait comme ça, il faisait des bêtises. Après, quand
l'a pris, après quand on l'a pris, il était là à crier, make noise, make noise, make noise. A parlé un anglais bizarre là. Go, il dansait, il faisait comme ça avec son bras. Il disait, ouais, je suis solide, je suis ci, je sais. Il faisait massacrer les gens. Nous sommes des espèces fragiles. En tant qu'humains, on est fragile. Tout peut nous arriver à tout moment. Et nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Je fais du mal aujourd'hui aux gens. Je suis dur avec les gens. J'ai le cœur dur avec les gens parce que j'ai fait un projet de mourir au pouvoir. Je vais échapper à la justice des hommes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ali Bongo aussi pensait échapper à la justice des hommes. Hein. Alpha Condé pareil. Et d'autres avant eux. Mais ils ont été surpris par le temps. Comme les Grecs le disent, le temps est le tombeau des rois et des princes. Le temps est le tombeau des rois et des princes. Fort lui-même là, il a fait 20 ans au pouvoir. Il est surpris d'avoir fait 20 ans au pouvoir. Il a vu les 20 ans passer comme 20 mois. Parce qu'il se rend compte que j'ai fait 20 ans au pouvoir. Il s'est rendu compte qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Les 20 ans sont passés pour lui très rapidement. 20 ans, c'était l'éternité. Il est en train de boucler 20 ans au pouvoir et les 20 ans sont passés pour lui rapidement. Et il se rend compte que j'ai fait 20 ans. Même s'il n'a rien fait de ces 20 ans, il s'est rendu compte que j'ai fait 20 ans. Et que je peux perdre le pouvoir à tout moment. Donc, soyons humains aujourd'hui pour que les autres soient humains avec nous demain. Il y a des gens qui sont dans la diaspora. Des gens que vous avez contrés en exil qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui. Des leaders politiques, les Tipi Achadam, les Kofi Yamyam, les Boko, pas mal d'activistes dans la diaspora qui ont eu des parents décédés et qui ne peuvent pas rentrer. Et vous êtes contents. Vous dormez tranquille. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que ces gens-là qui accumulent autant de colère, qui accumulent, demain s'ils ont l'occasion de vous rendre les coups, ils ne vont pas vous le rendre? Un dirigeant, quand même, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Bon, quelqu'un m'a manqué de respect, je lui ai tiré les oreilles, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va, je le libère, il faut qu'il s'en aille, qu'il retourne à ses activités. Tous ces petits jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir en prison, les Aziz Goma, tout ça, ils sont en train de finir un à un. Vous êtes content de les voir mourir un à un? Il y en a déjà qui sont à la morgue, qui sont dans les casiers de la morgue là-bas. On ne les a pas encore remis à leurs parents pour les enterrer. Et vous buvez le champagne, vous mangez. Et sommet mania. Donc j'ai fini. Donc pour revenir à cette attaque, voilà, pour revenir à cette attaque de Fawergou, bien évidemment, il y a des questions à se poser. C'est une attaque qui a été très violente, qui a fait, on ne connaît pas le nombre de morts exactement, mais Ebomaf a perdu presque 7 à 8 employés et des employés compétents, des gens très compétents, des conducteurs de bulldozers, de pelleteuses, des gens qu'ils ont formés et qui ont été touchés directement par les roquettes qui ont été tirées par les djihadistes. Et selon les informations, ces gens, ils sont venus en masse, au moins plusieurs centaines, dans lesquels il y avait des enfants et des mineurs. Le Togo, pour ceux qui ne le savent pas, a décidé pour stopper l'avancée de ces gens-là, des groupes armés, de construire des tranchées à la frontière. Je ne sais pas si c'est une solution qui est efficace, mais ils ont décidé de construire des tranchées à la frontière. Sur toute la frontière, c'est une frontière qui doit être, je pense, 120 ou 130 km. Donc, il y a des endroits où il y a la ville, comme Senkas et tout ça. Donc, de part et d'autre, ils sont en train de construire des tranchées pour ralentir l'avancée de ces gens-là vers le territoire. Je ne sais pas si c'est efficace. Au Burkina, ils l'ont essayé dans un village, Barsago. Les gens sont venus les massacrer. Mais au Togo,
Ils ont commencé par construire les tranchées. Ils ont remis le marché au génie militaire. Je ne sais pas s'il y a des entreprises au génie militaire. Et les génies militaires n'ont pas pu, ils ont disparu. Ils ont été attaqués une fois, deux fois. Ils ont abandonné le chantier. Et puis après, ils ont fait appel à Ebomaf. Ebomaf, ayant suffisamment de moyens, a déployé son équipe là-bas. Mais ce travail, ce n'est pas un travail d'une société civile. Ce n'est pas un travail qu'on doit confier à une société, quand je dis société civile, c'est une entreprise civile. Nous avons le génie militaire, pourquoi dans notre armée? Quand on fait les défilés là, on fait les défilés le 27 avril, je ne sais pas quoi là, on présente des officiers, on dit qu'ils sont des génies militaires, donc on a été formé, tel colonel a été formé, il est génie militaire, non. On n'a pas le matériel dans l'armée togolaise pour creuser des chantiers. On n'a pas des pelleteuses, des bulldozers pour creuser un chantier, je sais pas, pour creuser des tranchées de 120 km. Et qu'on est obligé d'aller chercher des civils qu'on va exposer sur ce théâtre des opérations. Parce qu'on est dans une zone de guerre. On est dans une zone de guerre et on amène des civils pour faire le travail. Et les militaires sont là pour protéger les civils. Ça a quel sens? Alors qu'on a un génie militaire, ou bien le génie militaire n'existe plus dans l'armée togolaise. À quoi ça sert le génie militaire? Ça sert à aller construire les bâtiments des maîtresses ou, je sais pas, à aller cultiver les champs des gens. Donc ce travail devait être fait par le génie militaire. Puisque en période de guerre, le génie militaire a son rôle efficace à jouer. Puis c'est eux qui déploient les ponts mobiles, qui déploient qui font les fortifications. Alors, le génie militaire au Togo, ça existe ou pas? Ça a du matériel ou pas? Pourquoi le génie militaire a fui le chantier et on est obligé d'aller chercher Ebomaf pour faire ce travail-là? Maintenant, voilà les gens d'Ebomaf qui étaient sur le chantier et protégés par les militaires. Et quand les djihadistes sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont détruit tous les engins d'Ebomaf, donc ils ont tué même les conducteurs, tous ceux qui étaient sur les machines. Ils ont trouvé la mort. Les soldats qui gardaient le chantier ont été également touchés. Et on apprend qu'il y a des Turcs aussi qui sont morts. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais expliqué ça une fois ici, que lorsque les histoires de terrorisme ont commencé, ou d'attaques armées, le Togo a fait appel à la Biélorussie. Et les hélicoptères que le Togo a achetés, ce sont les Biélorusses qui conduisaient ces hélicoptères-là. C'est les instructeurs. Ils étaient au quartier de Nassablé. Ils étaient dans une villa là-bas, ils étaient une demi-douzaine, ils faisaient la ronde. Et c'est eux qui pilotaient les hélicoptères. Et maintenant, comme à Nassablé, ils étaient en pleine ville. Avant, la villa qu'on a louée pour lui à Nassablé, c'était la villa où il y avait le colonel, le général... excusez-moi, le général... il y a un général qu'on avait nommé à Dapaon qui était dans l'opération de Kondouaré là. Le général... il est Naouda, le général Kolemaga. Voilà. Donc, c'était la villa qu'occupait le général Kolemaga. Et quand ils ont fait venir les Biélorusses, ils ont chassé le général. Ça aussi, ça a créé des problèmes entre eux là-bas parce qu'ils n'étaient pas contents la manière dont ils ont chassé le général comme un malpropre. Et ils ont remis la villa aux Biélorusses. Ils ont placé des caméras, tout là-bas. Et donc, les Biélorusses étaient là-bas et de temps en temps, ils sortaient avec les militaires togolais et ils allaient sur les théâtres des opérations. Ils conduisaient les hélicoptères. C'était en pleine ville, donc puis ils ont mis les caméras, tout ça a attiré la curiosité des populations. Et ils ont fini par les déplacer pour les amener dans le Kwenjal où on a aménagé un endroit pour eux, pour être pas trop loin de la résidence du préfet. Donc, c'est les Biélorusses qui pilotaient les hélicoptères et c'est des gens qui étaient trop livrés à l'alcool. Et généralement, ça créait des tensions entre eux et la hiérarchie des militaires togolais. Mais depuis le début de l'année, les militaires togolais, en tant qu'instructeurs, je l'avais dit aussi dans un direct, et parmi ces Turcs, il y a des instructeurs, des démineurs, il y avait même des géologues, parce que pour payer les Turcs, il faut beaucoup d'argent. Entre-temps, ils envisageaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait maintenant, de donner une partie de la mine de Naïga, qui est la mine qui produit le manganèse, à ces Turcs-là. Et les Turcs-là, c'est la société Sadat. C'est une société
c'est la société Sadat. C'est une société de mercenaires. En fait, c'est la version turque de Wagner. Il s'appelle Sadat. Donc, ces Turcs-là étaient aussi... Donc, cette attaque lâche a coûté la vie. On parle de plusieurs militaires qui sont tués. Et comme le gouvernement ne communique pas, les gens parlent de plus d'une dizaine. Il y a des gens qui parlent de 15. Et Ebomaf a perdu 9 de ses agents. Et les meilleurs agents, des compétents. Et beaucoup de ces agents viennent de Palimé. Beaucoup de ceux qui sont morts, je pense que la moitié ou bien 3 viennent de Palimé, qui sont morts. Et donc, ces gens-là, quel est aujourd'hui ce que l'État va faire pour les indemniser? Alors que ce chantier pourrait être piloté exclusivement par l'armée, par le génie militaire. Par le génie militaire. Donc, voilà cette attaque qui a eu lieu, au-delà du fait que je me suis posé la question de savoir si c'est la famille Bertin Agba qui l'a encore financé. Tout le monde sait que le sud du Burkina s'est effondré. L'État burkinabé ne contrôle plus le sud, et donc les djihadistes qui ont pris toute cette zone sont en train de progresser vers les pays de la côte en attaquant régulièrement le Togo, le Bénin. Ils attaquent en attaquant régulièrement le Togo, le Bénin. Ils attaquent généralement le Togo, le Bénin. Ce n'est pas seulement que le Togo seul qui est attaqué. Ils attaquent le Togo, le Bénin, un peu le nord du Ghana. Et donc, ils veulent étendre leur zone d'influence. Et donc voilà comment Ebomaf a perdu, je crois, 9 de ses agents, des agents, des techniciens, des gens compétents, et qu'on a perdu aussi des militaires pour rien. Maintenant, les militaires, comme l'État ne communique pas, il faut s'attendre à voir les photos de ceux qu'on va enterrer sur TikTok, ou, je sais pas, sur les réseaux. Les gens vont mettre les photos, ils vont mettre RIP, et c'est en ce moment que vous saurez que quelqu'un est mort, qu'on est en train de l'enterrer. C'est vraiment dommage. J'ai plaidé ici pour qu'on crée un cimetière des militaires. Vous avez des casernes, vous avez des camps qui sont sur 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. Vous pouvez prendre un petit endroit pour créer un cimetière des militaires. Et quand un militaire tombe sur le champ de l'opération, vous lui rendez au moins un minimum d'honneur. Vous l'enterrez dans le cimetière des héros de l'armée. Vous l'enterrez dans les cimetières des héros de l'armée. Même ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Même ça, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable d'aménager un cimetière dans une caserne. Pour enterrer les gens qui meurent. Dès qu'on ramène les corps, on leur donne à leurs parents, chacun va enterrer comme il veut. Après, on voit des vidéos des gens en train d'enterrer leurs enfants, sans aucune assistance. On ne voit même pas de préfet, personne. Et vous voulez que la troupe ait comment le moral pour continuer par faire le combat contre ces gens-là? Comment voulez-vous que les gens soient déterminés à combattre? Quand ils meurent sur le champ d'honneur, vous ne leur faites pas des honneurs. Vous ne les enterrez pas dignement. Vous ne les enterrez pas dignement. Parce que derrière, c'est des veuves. C'est des orphelins. Si vous les enterrez comme ça, vous en foutez de leur enterrement. Et quand ils viennent des orphelins, des veuves, ça veut dire que vous ne les regardez même pas. Et ça, ici, j'ai dit ça plusieurs fois. Vous avez un camp qui est à Gaulle là-bas, le camp Fil, qui est sur des centaines d'hectares. Vous ne pouvez pas prendre un hectare pour faire un cimetière. Vous avez le camp de Temedia, qui est sur des hectares de ne pas finir. Vous ne pouvez pas faire un petit cimetière. Le camp Landia, vous ne pouvez pas faire des petits cimetières où vous enterrez les soldats qui meurent au champ de bataille pour leur rendre honneur. Ça aussi, vous êtes incapable de le faire. Vous êtes incapable de le faire. Je vais aborder l'agression de M. Guy Sagna au siège de la CDPA il y a quelques jours à Lomé, à marge de leur présence à Lomé dans le cadre des activités du Parlement de la CEDEAO. Et on sait à peu près qui a pu donner l'ordre de faire ça. Nous le savons. À moins qu'on joue les hypocrites. On le sait. On sait qui a pu donner l'ordre d'aller faire ça. On a suivi
tous les débats qu'il y a eu autour de cette histoire, de cette agression, les gens qui ont tenté par des arguties de défendre l'acte qui a été posé, l'ignominie qui a été posée. Moi, je voudrais dire une chose. Il n'y a aucune raison, aucune raison qui puisse permettre à des individus d'aller agresser un homme qui a été invité dans une réunion au siège d'un parti politique. Même si cet homme a eu à critiquer le régime du pays où il est venu, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier la violence. Il n'y a aucune raison. Laissons M. Sagna avec son habit de député. Supposons qu'il est un simple individu. Il est non politique, il est un individu, il n'est même pas député. Enlevons-lui l'habit de député. Il est un homme public. Il vient dans un pays pour une activité et il profite pour aller tenir une réunion au siège d'un parti politique. La réunion se tient au siège d'un parti politique. Un parti qui est légalement constitué. Est-ce que vous savez que au temps des Adéma, Gbagbo venait à Lomé, il faisait des réunions au siège de la CDPA, l'ancien siège de la CDPA qui était à Nkopé là-bas avec Ninevi. Est-ce que vous savez qu'au temps de la crise ivoirienne, les Guillaume Soro, les Charles Blé Goudé, ils étaient à l'hôtel de février, ils faisaient des conférences de presse là-bas, ils insultaient les gens. Qui leur a dit quoi? Personne n'est allé là-bas les frapper. Donc, ce monsieur, homme politique sénégalais, il était à Lomé et rien ne l'empêche, pendant qu'il était à Lomé, d'aller rendre visite à des collègues, à des amis avec qui ils ont peut-être les mêmes approches politiques et tenir une réunion. La réunion se tient, on est décidé au Togo que pour tenir une réunion au siège d'un parti politique qui est légalement constitué, il faut demander une autorisation. Ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une réunion dans la rue, ce n'est pas une réunion qui occupe l'espace public, c'est une réunion qui se tient au siège d'un parti politique, donc c'est une réunion politique mais qui a un caractère privé. Donc des gens s'introduisent dans cette réunion. Et les gens, on a vu qu'ils portaient des armes. Que des gens s'invitent dans cette réunion avec des armes et qui tapent sur tout le monde. Les hommes politiques, députés, les journalistes, qu'ils ramassent pour que leur crime, le crime qu'ils ont commis, passe sans témoin. Pour finir leur stratégie, ils ont arraché tous les téléphones des gens, tout le matériel. Ils ont arraché tout qu'ils ont jeté dans un puits. Là-bas. Ils ont jeté tout le matériel dans le puits. Donc, il n'y a aucune raison à moins que nous sommes devenus des déglingués dans le pays. Il n'y a aucune raison objective. Conscient à soutenir des nervis au siège d'un parti politique légalement constitué, tabasser des gens. Il n'y a aucune raison pour soutenir ça. Ça n'a rien à voir avec Guy Sagna, son statut de député ou pas député, ça n'a rien à voir. Le principe est simple. Est-ce que des individus, des miliciens, peuvent s'introduire au siège d'un parti politique
dans une réunion, tabasser les gens, arracher le matériel des journalistes, les tabasser les journalistes et jeter le matériel dans un puits. Sur le principe, est-ce que c'est normal? L'affaire de Guy Sagna, c'est un détail. Parce que demain, avec ou sans Guy Sagna, si c'est qui fait les gens, ils ont toujours les prétextes pour agir. Ce n'est pas forcément une histoire de Guy Sagna, de Marius Sagna. La posture de Marius Sagna a donné plus d'envergure à la chose. Mais c'est le processus qui a abouti à l'acte. Est-ce que ce processus est normal dans un pays qui se dit démocratique? Même si on sait que ce n'est pas une démocratie. Qu'est-ce que ceux qui ont monté la constitution, même si on sait que ce n'est pas une démocratie, qu'est-ce que ceux qui ont monté la constitution de la 5e République nous ont dit? Ils nous ont dit qu'il y aura plus de démocratie, l'opposition aura plus de pouvoir, l'opposition va mener ses activités. C'est ce qu'ils nous ont dit, plus de pouvoir. Et que l'opposition, les partis politiques de l'opposition ne peuvent même pas tenir une réunion à leur siège. Il y a un problème. Ils ont déjà fait ça avec les gens de Hadi, qui tenaient une réunion, une conférence de presse à leur siège à Gaulle là-bas. Ils sont partis balancer les gaz lacrymogènes là-bas. Vous vous rappelez? Il n'y avait pas Guy Sagna là-bas. Quand ils sont partis tabasser, lancer les gaz lacrymogènes, où ils ont interdit aux gens de tenir la conférence de presse au siège de Hadi, il y a quoi, 4 mois, 5 mois, il n'y avait pas Guy Sagna là-bas. Guy Sagna n'était pas là-bas. On a compris que, quelque part, ils n'ont pas digéré l'affront que Guy Sagna leur a fait en Mondovision à la tribune de la CEDEAO. Donc, ils ont décidé, au sommet de l'État, de lui régler les comptes. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Tous les autres arguties que Madame, la ministre de la Communication, elle s'appelle même comment déjà? Tous les arguties que la ministre de la Communication, elle s'est même contredit plusieurs fois, a voulu développer, c'est pour se donner bonne conscience. C'est pour se donner bonne conscience, mais elle s'est pris le pied dans les tapis parce que elle n'arrivait pas. Il n'y avait aucune logique dans ce qu'elle disait. Tantôt, le Togo est un pays de paix. D'accord, c'est un pays de paix, mais où vous utilisez les miliciens pour frapper les gens. Tantôt, oui, Madame Kugan, tantôt, elle dit oui que c'est une bagarre entre les militants de l'opposition, sans avoir le courage de nous préciser la bagarre à opposer qui est qui. Qui sont les militants de l'opposition qui se sont affrontés là-bas? Alors que les journalistes étaient là, les témoins étaient là, ceux qui sont venus avec des armes. Et la gendarmerie qui était dehors n'est pas intervenue. Et pourtant, Guy Sagna aurait pu tenir sa réunion tranquillement et repartir du Togo. Il n'y aurait eu aucun bruit. Guy Sagna aurait pu tenir sa réunion au siège de la CDPA et repartir sans bruit. Il y aurait eu pas eu tout ce boucan avec les médias qui ont relayé tout ce qui se passe au Togo. Il aurait pu. Et c'est même ce qui devait se passer. Il va tenir sa réunion, quelques 2 ou 3 médias vont en parler, et puis c'est parti. Il va retourner au Sénégal. Il n'y aura plus rien. Mais, comme la providence, comme la nature est en train de vous lâcher, elle vous pousse à commettre des actes comme ça. Comme la nature est en train de vous lâcher, elle vous pousse à poser des actes comme ça. Et tout le monde, en tout cas ceux qui savent comment le Togo fonctionne, ils savent qui a donné l'ordre à ces gens-là d'aller agir. Nous tous, on sait, nous qui savons comment ça fonctionne là, on sait, celui qui a, l'auteur du crime là, on connaît, le bénéficiaire du crime, on sait. On sait celui qui les a envoyés. On sait qui a ordonné l'opération là, d'aller frapper les gens, on le sait. Je vais vous faire une confidence. Et c'est avec ça que je vais terminer le direct. Et vous allez voir comment le système fonctionne. En 2007, il y a eu un responsable de l'opposition dont je me garde de citer le nom, qui était rentré au gouvernement.
est à la tête d'un petit parti, c'était pas un grand parti, qui était à la tête et qui est rentré au gouvernement. Il faisait la tournée au nom de son parti à l'intérieur du pays. Écoutez-moi très bien. Il faisait la tournée au nom de son parti à l'intérieur du pays. Et il arrive dans une préfecture, dans la région centrale, et il tenait... Pendant qu'il était en pleine réunion, donc il y avait les gens, et les gens étaient là, il y avait des bancs, tout ça, des sièges. Pendant qu'il était en réunion, il avait son garde-corps en tant que ministre. Un monsieur, un gars, est sorti de la foule et est venu le gifler. Il était ministre en fonction, hein, il est ministre en fonction. Un gars sort de la foule et vient le gifler en disant: ouais, c'est vous qui insultez le régime, vous étiez dans l'opposition, maintenant tu viens nous dire quoi, machin, machin. Donc il y a eu un remue-ménage sur la place publique là-bas. La réunion s'est terminée en coup de poisson, on a essayé de régler ça. Donc l'affaire a fait un très grand bruit dans les circuits du pouvoir. Le préfet a été saisi, on a remonté l'information à la présidence et tout, et tout, et tout. Et un jour, la semaine qui a suivi, on invite le ministre à la présidence. Le ministre vient à la présidence et on lui présente les excuses, on lui dit vraiment, et tout, et tout, et tout, et tout ça. Et on fait rentrer dans la salle où il y avait le ministre, son agresseur, celui qui l'a agressé dans le village. On fait rentrer cet individu. Et on demande à l'individu, c'est un scénario qui avait été organisé, on demande à l'individu de présenter ses excuses, de demander pardon, de s'agenouiller. Et lui aussi, il a fait comme ils avaient décidé de faire. Il a roulé par terre, demandé pardon, et si, machin, tout ça. Et on gronde le gars devant le ministre, on le chauffe, on gronde. Et puis on dit d'amener le gars, de ramener le gars. Donc, on ressort le gars de la salle, et puis on demande au ministre, bon, cette histoire est finie, et tout, et puis bon, on libère le ministre part. Dès que le ministre est parti, on a fait revenir le gars et on lui a dit qu'il a bien fait. On lui a donné de l'argent. Dès que le ministre est parti, on a ramené le gars. On dit, tu l'as giflé, tu as bien fait. Et on lui a donné de l'argent. Quand le gars est retourné dans son village, il était devenu le petit Mussolini de toute la localité. Et ça, c'est une présidence de la République qui fait ça. On agresse un ministre en pleine fonction. Et on fait tout ce cinéma-là. Et après, on félicite le gars. On lui donne de l'argent pour l'acte qu'il a posé. Quand je finis de dire ça, vous pouvez imaginer celui qui a envoyé les nervis aller tabasser les gens au siège de la CDPA. Vous pouvez imaginer celui qui a envoyé aller frapper les gens au siège de la CDPA. Sauf que ils n'ont pas prévu que ça allait prendre cette ampleur. Ils n'ont pas prévu que ça va... C'est comme ça que le Togo est gouverné. On est gouverné par des gens qui ne sont adossés à aucune valeur. Aucune valeur. Ils n'ont que le langage de la violence. Ils ont été élevés dans la violence. Et ils n'ont que les attitudes de violents. Donc, tous les petits larbins qu'on envoie pour venir défendre je ne sais quoi, il n'y a rien à défendre dans ça. La CDPA était à son siège. Elle était en droit de recevoir qui elle veut dans son siège et de tenir une réunion dans son siège. Surtout que c'est un parti légalement constitué. Si elle voulait faire une manifestation sur la voie publique, on aurait pu l'interdire.
avec des motivations. Mais là, c'est un parti qui était à son siège, qui tenait le réunion à son siège. Monsieur Guy Sagna a critiqué Alassane Ouattara. Personne ne l'a agressé. La dame avec qui il a eu l'altercation, Adjaratou, ils se sont même vus ensemble, ils ont souri, ils ont pris les photos ensemble. Voilà la différence entre les gens civilisés et les broussards. Excusez-moi le terme. Il était à Abidjan. Personne ne lui a fait quoi que ce soit. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est que des combats d'idées. C'est un combat d'idées. Il a donné un avis sur la gouvernance de certains pays, de certains chefs d'État. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec lui. Ça n'autorise pas qu'on aille l'agresser. Il était en Côte d'Ivoire. Il a critiqué sévèrement Ouattara. Mais il était en Côte d'Ivoire. On ne lui a rien fait. La dame avec qui il a eu l'altercation en Côte d'Ivoire, ils se sont vus. Ils ont pris des photos ensemble en rigolant. C'est la politique. Il arrive au Togo. Et comme nous sommes encore dans la jungle, on a demandé aux gens d'aller lui régler les comptes. On a demandé aux gens d'aller lui régler les comptes. Et personne ne peut défendre ça. Aucun homme intelligent, raisonnable, conscient, ne peut défendre l'usage de la violence contre son prochain. Surtout quand le sang coule. On a vu le sang de Guy Sagna qui a coulé, le sang de Targon qui a coulé. On a vu Mme Adjamabo traîner dans la boue. On a vu les journalistes qu'on a tabassés. Certains continuent même d'être menacés à mort. Personne ne peut soutenir ça. Mais au Togo, là-bas, il y a des journalistes qui soutiennent ça. Quand ça serait votre tour d'être tabassé, un jour, vous allez voir. Au Togo, là-bas, il y a des journalistes qui soutiennent ça. Ou bien qui ont soutenu ça. En faisant de l'équilibrisme. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Aucune loi, aucune réglementation ne permet à des individus de s'inviter dans une réunion politique et de tabasser les gens. C'est la première condamnation qu'il faut faire. C'est la première condamnation qu'il faut faire. Mais quand demain, ce que vous êtes en train de soutenir va vous avaler, il y aura pas pour appeler au secours. Ne soutenez pas le mal. Parce que demain, le petit sorcier du village là, qui bouffe tout le monde là, qui fait du mal à tout le monde là, et quand on crie, vous dites non, parce qu'il n'est pas encore rentré dans votre maison. Le jour où il aura fini avec tout le monde, c'est chez vous qu'il viendra. En ce moment, il n'y aura plus les voisins pour crier. Il n'y aura plus les voisins pour crier. Qu'on aime Guy Sagna ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il n'y a aucune raison qui justifie que des individus s'introduisent dans une réunion, dans un lieu privé pour ces gens. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Si vous soutenez la violence, demain, vous pouvez être victime de la même violence. Surtout que la violence, elle est aveugle. Hein? Elle n'épargne personne. C'est comme quand on tire, il y a des balles perdues. Hein? Il y a des balles perdues. Donc, je pense que on a fait suffisamment pour ce dimanche. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce dimanche. Ce que je voulais partager avec vous ce dimanche. Et rappeler que aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en prison et nous nous battons pour qu'on puisse les libérer. Nous avons des innocents qui sont en prison. On se bat pour qu'ils soient libérés. Il y en a qui sont là depuis. Il y en a qui viennent d'arriver. Et il n'y a aucune raison
absolument aucune qui puisse permettre à un individu de se réjouir de la mise en prison d'un de ses frères. Les Kwacha Nyasimbe, quand ils prenaient le pouvoir, ils ne se sont jamais imaginés qu'ils allaient finir en prison. Les Félix Katanga, quand ils prenaient le pouvoir pour donner à Fort, ils n'ont jamais imaginé qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Les militaires qu'on arrête tous les jours et qui disaient que c'est nous, ils n'ont jamais imaginé qu'ils seront là où ils sont aujourd'hui. Donc, sachons raison garder. Faisons très attention. Faisons très attention. Surtout que le système est cannibale. Il est en train de manger ses propres fils. Et donc, vous qui n'êtes même pas du système, vous vous êtes broyés pour rien du tout. Donc, nous devons faire preuve de beaucoup de lucidité. Et être du côté de la vérité. Être du côté de la justice. Du côté du droit. Quel que soit ce que ça nous coûte, avantage en relation, je ne sais pas tout. Vous pensez que quand moi je fais ça là, j'ai encore des amis, je n'en ai plus. Il y a des gens même qui ont peur même de me dire bonjour, il y a même des gens qui ont peur même de... Les gens n'ont même plus mon téléphone. Mais ça ne me dit rien. C'est ce que moi j'ai choisi de faire. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, faisons très attention. Notre pays aujourd'hui est une curiosité mondiale, une curiosité de la sous-région. Notre pays aujourd'hui nous fait énormément honte. Je venais de le dire. Les Togolais qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont tentés de faire les clashs. Vous pouvez faire des clashs aujourd'hui avec les Béninois. Vous pouvez faire les clashs avec les Sénégalais, avec les Ivoiriens, avec les Ghanéens. Vous allez montrer quelle partie de Lomé pour les faire taire. Vous allez dire quoi? Quand ils vont commencer par montrer leur pays, tout ce qui est beau dans leur pays, vous allez montrer la place de l'indépendance. Et ça s'arrête là. Vous allez montrer le 2 février et ça s'arrête là. Vous allez montrer quoi? Notre pays nous fait honte. Notre pays nous fait honte. Donc, vous qui, les influenceurs là, ne rentrez pas dans les clashs. Avec les Béninois, les Sénégalais, ils vont vous déchiqueter. Vous n'avez rien à leur mettre devant. Rien. Il n'y a rien dans votre pays. Vous n'avez même pas un centre commercial, vous n'avez même pas un mall, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à leur opposer. Vous n'avez pas de salle de sport, vous n'avez pas de centre artisanal, vous n'avez pas de salle de conférence. Vous avez le 2 février avec votre tapis, avec la peau de guépard là. C'est le seul endroit où vous faites les conférences. Ils vont bien se moquer de vous. Battons-nous pour retrouver un pays digne. Battons-nous pour retrouver un pays dont on sera fier. Battons-nous pour que notre pays devienne un pays normal. Et quand tu pars du Togo quelque part, tu peux bomber le torse et dire je viens du Togo. Voilà ce que nous aussi on a fait au Togo. Voilà ce qu'on a fait au Togo. Battons-nous pour ça. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que... Ouais, on n'a même pas une route pour avoir une autoroute, mon frère. Quelqu'un dit on n'a même pas une seule autoroute. On n'a même pas une route. Le Messakazé, c'est une piste, c'est pas une route. On n'a même pas une route pour... On n'a même pas une voie à double, une voie de... Tout ça, on n'a pas ça. Donc, on n'a même pas une autoroute. On n'a pas d'échangeur, on a des ponts aériens. Donc, vous avez vu Motorway Accra, Motorway à Tema, vous avez vu toute la rénovation qu'ils sont en train de faire au carrefour de Tema là-bas. Et maintenant, ils sont en train... Vous avez vu l'espace, le terre-plein central qu'il y avait dans le motorway là, pour aller à Accra. Ils sont en train de faire une route aérienne sur l'espace vide là. C'est comme vous prenez la station de Agbalepedo pour aller vers Agoué. Tout le terre-plein central là, on est en train de faire une route pour enjamber ça. Pour qu'il y ait des voitures qui passent en haut et les autres passent en bas. Donc, ils font ça à Accra maintenant. À partir de Tema, ils font une voie aérienne pour rentrer dans Koumassi. Pendant que l'autoroute continue, ils ont pris le terre-plein central pour faire une voie aérienne. Vous n'avez rien montré dans les clashs. Rien. Rien du tout. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'autoroute, vous n'avez pas rien. Vous n'avez même pas d'échangeur, vous n'avez rien. Hôtel, tout ça, vous n'avez rien. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Là où il y a le clash là, quittez là-bas. Quittez là-bas, cachez-vous. Quand notre pays va revenir un pays normal, on va faire un peu le petit dos pour se moquer des gens. Pour le moment, la seule chose qui nous reste, c'est la cuisine.
La seule chose qui nous reste là où on peut encore clasher les gens, c'est la cuisine. Parce que ça, on ne peut pas nous arracher ça, c'est la cuisine. Voilà. Les Togolais, les Togolaises, c'est les meilleurs. C'est ça, ça nous reste, on ne peut pas nous arracher ça. Mais en termes d'infrastructure, de développement là, s'il y a clash là, il faut fuir. Quitter là-bas. Bon dimanche. Et bon dimanche à tout le monde. Et j'aimerais terminer avec une chanson que j'adore, qui dit beaucoup de choses, mais dont je fais le contraire parce que c'est une chanson beaucoup plus des gens de Palimé qui dit si tu as quelque chose sur le cœur, il ne faut pas le dire. Mais moi, je pense que si tu as quelque chose sur le cœur, il faut le dire. Et c'est avec ça que je vais terminer le direct aujourd'hui. Et pour aussi passer un clin d'œil à tous mes amis de Palimé, j'espère la retrouver cette chanson. Et j'espère la retrouver cette chanson. Et non, c'est pas elle. Un instant. Pour dire que si tu as quelque chose sur le cœur, il ne faut pas le toucher. Il faut le sortir. Il faut sortir ce que tu as sur le cœur. À force de garder les choses, on n'arrive pas à parler, notre pays s'enfonce. Il faut qu'on dise les choses. Incroyable. Non, c'est pas toujours celle-là. Un instant, je l'ai trouvée sur Internet, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas d'accord. Il faut tout exposer. Ah ouais, Jérôme, c'est là. Allez, bon dimanche. Et nous